les bipèdes. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau CGY. Je suis toujours Doc et je suis cette fois-ci accompagné de Bibi. Bah alors, il est où, Néo? Il est encore en projection, il est encore en train Voyez-vous ça. ou en train de se faire bronzer la pilule sur les bords du lac d'Annecy. Moi, le connaissant, je pense qu'il est en train de vous préparer du contenu. Je pense que la prochaine émission va être très bien. Il y a moyen. Alors, on va continuer cette deuxième partie de ce Festival d'Annecy 2023, où on va continuer à exposer un petit peu tout ce qu'on a vu, les conférences, les films, les whips, les trucs, les bidules, où on a vu plein de choses vachement intéressantes, et puis on va détailler tout ça. Peut-être? Mais c'est sûrement. Alors n'oubliez pas par contre, allez, la petite page de pub. Allez. Donc on n'oublie pas le Patreon si vous voulez accéder à tout plein de choses. Si vous êtes au niveau senior, vous avez accès au Discord et par exemple là, le Discord, les seniors ont droit à un fil de discussion particulier avec des photos d'Annecy, on a photographié des slides par exemple sur certaines conférences. On les met à disposition. Donc des fois ça peut être super intéressant. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Faites de la pub autour de vous si vous aimez cette émission. Surtout, comme je disais, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Et Driss. On attaque dans le vif du sujet. Oui. Ça te fait marrer, hein. Non mais Idriss. Idriss. J'ai eu du mal. Mais c'est bon. La journée a été longue. C'est qui Driss? Non, c'est ambassadrice. Voilà. Oui, voilà. On y arrive. Alors, écoutez, moi je vais commencer avec mardi soir, puisqu'on avait enregistré l'émission mardi après-midi, et il y avait encore des trucs mardi soir, figurez-vous. Voyez-vous ça? Est-ce que c'était pas merveilleux? C'était merveilleux. Moi, c'était une des choses que j'attendais le plus. C'était là une séance événement, comme ils appellent ça au festival. Par rapport au film Fixed de Genndy Tartakovsky. À tes souhaits. Voilà. Alors, mais qui? J'ai Genndy Tartakovsky. Alors, Genndy Tartakovsky, c'est par exemple le scénariste et réalisateur des 3 Hôtel Transylvanie, ouais. De Samurai Jack, de Primal. Enfin voilà. Donc c'est un très grand. Enfin voilà. Vous verrez ça. Vous verrez ça par vous-même dans les notes de l'émission. Et surtout là, c'était un film qu'il prépare depuis 2009, enfin en tout cas qu'il a commencé à travailler dessus à partir de 2009, donc ça met du temps, mais c'est un film alors en 2D. Alors Genndy Tartakovsky, si vous avez vu ses dernières prods et notamment Primal, c'est de l'animation pour adultes, clairement. Et là, il continue, alors encore plus pour adultes, parce que là, le pitch, si vous voulez, je vous le lis tel quel. C'est on suit Bull, donc un gentil chien ordinaire qui découvre un matin qu'il va être castré. Et face à la gravité de cet événement qui changera sa vie à jamais, Bull réalise qu'il veut vivre une dernière aventure avec sa meute de meilleurs amis pour les dernières 24 heures avec ses boules. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? N'est-ce pas? Donc voilà, c'est donc vous imaginez bien le contenu que ça va être. C'est potache, entendons-nous. Brut de décoffrage. Brut de décoffrage, mais très drôle et finalement pas si... J'ai envie de dire pas si dégueulasse que ça. On n'est pas à un niveau de Sausage Party, si vous avez vu le film ou quoi, mais on n'est pas à ce niveau-là de grosses potacheries vraiment pas très pas toujours très fines. Là, c'est très très drôle en fait parce que c'est vraiment vu du point de vue des chiens. Donc c'est ils vont se sentir le derrière, ils vont voilà, enfin bref, je vous laisserai regarder les images, chercher un petit peu sur Google les quelques petits articles qu'il y a. Mais on a pu voir une vingtaine de minutes du film et à chaque fois c'était des séquences où la salle était, alors même si la salle était quand même convaincue et savait plus ou moins ce qu'ils allaient voir, mais en tout cas toute la salle était hilar, vraiment hilar. On s'est vraiment marré. Genndy Tartakovsky est un personnage super drôle. Ouais, il était là. Il était là, oui, bien sûr. C'est lui qui a expliqué. Il était avec la productrice de Sony, que je dise pas de bêtises.
C'était Sony. Oui, c'était Sony, puisqu'il a le film est en collaboration avec Sony et New Line. Mais voilà, la productrice Michelle Murdoka. Et il est extrêmement drôle, et il a donc raconté toute l'histoire puisqu'ils sont passés, il voulait de la 2D, ils ont fait des essais en 3D, mais nous a-t-il expliqué la représentation et l'animation des testicules des chiens était beaucoup plus intéressante à faire en 2D qu'en 3D. Voilà. Ça avait plus de chiens. Voilà, ça avait plus de chiens, on va dire. Donc c'était très très drôle, et en même temps voilà, on a vu plein de dessins et tout, c'était complètement dingue. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir, surtout si vous aimez le personnage. Voilà, gardez, on n'a aucune date de sortie. Ouais. Même un ersatz de date ou une fourchette, un râteau, peu importe. Mais en tout cas, ça va sortir malgré les moultes années qui ont suivi, enfin de galères qu'il a eu pour sortir le film. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que bon, t'en as parlé en off, donc je t'invite forcément, je te tends la perche. Ah bah, dis donc. Mais je crois qu'il y a une anecdote assez fun sur la façon dont le film a été pitché, non? Oui. Alors au début, donc, il voulait faire un film sur une bande de chiens et puis la vie des chiens, mais vu du point de vue des chiens. Et du point de vue de Tartakovsky aussi. Non, pas Oski, aussi. L'émission va être longue. Et donc, il pitch ça à New Line, aux productions, et alors, ils disent, ok, donc, que c'est donc des chiens qui vont discuter entre eux de problèmes de chiens, tout ça, ça va être drôle, machin, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a un plot particulier, enfin un scénario un peu plus abouti, une idée trame maîtresse? Et il en avait pas. Et là, il nous a raconté que il a fait une espèce de blanc. Il est rentré dans sa tête pendant 7 secondes, et d'un coup, il a eu cette illumination, et il a dit oui. L'un d'entre eux apprend le matin qu'il va se faire castrer et qu'il voudrait fêter ça, ou en tout cas voilà, faire une dernière fois des folies des folies en gardant ses bollocks. Et il a eu cette idée là, et New Line a dit eh ben ok, c'est parti. Vendu. On y va. Donc vas-y, écris le scénario derrière. Donc voilà, c'est une suite de choses. Mais les personnages sont absolument dingues. Le chara-design est vraiment super. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner. Je ne m'étends pas plus là-dessus, mais on suivra ça avec grand intérêt. C'est beau, on sent l'amour. On sent l'amour, voilà. Fixed, ça s'appelle. Qu'as-tu vu, toi, mon petit Bibi ? Alors moi du coup, j'ai pu voir Sirocco, mais Ouais. vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre non plus. Qu'en as-tu pensé en 2 phrases ? J'ai trouvé que c'était une très belle œuvre, franchement. Il n'y a pas à rougir, c'est vraiment super. Par contre, il y a des chances que ça souffre énormément de la comparaison avec Miyazaki, forcément. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Après, je sais pas si ça plaira à tout le monde. Mais en tout cas, je pense que ça a clairement son public et que ça vaut le coup d'être vu à minima, ne serait-ce que par curiosité, parce que pour une production française, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est Benoît Chilleux, hein, si je me trompe pas. Oui, exactement. Je trouve ça super en fait. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir le budget. J'ai pas eu l'idée, tout ça. J'ai pas fait de recherche plus que ça non plus. Mais je pense que si on ramène ça dans le budget, ça doit être une petite prouesse quand même, à mon sens. Surtout comme on avait expliqué dans la première émission, je crois, ils avaient bien galéré au niveau du budget, pour récupérer des fonds et tout ça, c'était quand même bien galère. Ouais. Donc, du coup, chapeau bas quoi. Oui, non, c'est cool. On est d'accord. Donc, petite curiosité, avec de l'onérisme à la japonaise fait par des Français. Donc, ça a son petit charme, on va dire. Voilà. Ça marche. Et quoi d'autre ? Du coup, moi, je n'étais pas là à la précédente émission. Donc, c'est pour ça, rattrape. Voilà, vas-y. On va se rattraper. Alors, mardi matin, et en fait, mardi a été pas mal chargé au final. Du coup, j'ai vu Apprendre les ficelles du métier. Un guide pour créer le prochain gros succès de Disney. Donc ça a été le gros truc de la matinée.
puisque du coup c'était animé par des personnes de Disney Branded Television. Ouais. Alors, pour remettre un peu de contexte, Disney va souvent faire appel à des créateurs, qui ont des histoires ou voilà. Et puis, ils vont certainement faire des appels d'offres pour que les studios puissent amener en production ces choses-là. Mais du coup, la création est faite côté Disney et la production, la réalisation de la chose est faite par d'autres studios. Donc du coup, on est sur de la série pour enfants, de la série pour ados, ce genre de choses. C'est tout le branded television de Disney. Donc c'était ces gens-là qu'on avait. Donc notamment, on avait les créateurs de Phineas et Ferb, Super Kitties ou Super Chaton en français, Kif et Primo ou Primos. Je ne sais pas si on dit le S. Mais on verra bien. Et du coup, j'ai passé un super moment pour le coup. C'était super intéressant. Il parlait vraiment de comment ils arrivaient avec une idée et comment ils l'amenaient à Disney. D'accord. Et comment ça se faisait et comment Disney disait « Ok, on va financer ce projet-là et on va y aller ». Donc, il y avait la relation avec les exécutifs producteurs. J'ai surtout beaucoup aimé aussi le Q&A. À la fin, il y avait des questions assez intéressantes. J'espère que ça reviendra au fur et à mesure que je déroulerai les informations. Mais globalement, on sent la volonté de Disney de être en lien avec des personnes qui sont des personnalités, justement. C'est pas tant le projet qu'ils vont amener qui vont les intéresser, c'est l'énergie qui va être mise dans le projet et la personnalité des gens avec qui ils vont travailler. Ça se ressentait bien. Pour le coup, c'était assez intéressant. Et un des conseils qui était donné était de pas spécialement avoir peur de profiter d'événements ou autres, puisque je crois que c'était une des histoires notamment de Kif, puisque en fait Kif a été fait par des co-créateurs, si je me trompe pas, d'Afrique du Sud. D'accord. Qui n'avaient rien à voir avec Disney. Ils n'ont pas été des mignons Disney ou quoi que ce soit, ou ils n'ont pas évolué à l'intérieur de Disney. Ils sont directement allés voir Disney avec un projet. D'accord. Et du coup, eux, ils ont été validés par Disney, tout ça. Bon, je pense que ça a été compliqué quand même. Peut-être, ils en parlaient à demi-mot, mais ils disaient on n'avait pas forcément le budget pour aller jusqu'à LA, présenter les choses. Ça s'est fait en plusieurs fois, tout ça, mais ils ont quand même réussi à faire la chose. Et en fait, du coup, ils ont réussi à financer leur truc, à sortir leur série, et puis on sent toute l'énergie qu'ils ont mis dedans, avec juste un peu de storyboard, un peu d'animatique ou autre, pour présenter la chose, et puis pouf, voilà l'énergie qu'on veut mettre dans ce personnage. Donc en fait, ils vont créer souvent des personnages, ils vont pas créer l'histoire autour, ils vont créer une identité visuelle ou quelque chose de fort, mais qui se ressent à travers les créateurs. Un univers, exactement. Une intention. C'est l'idée d'univers qui est important pour eux de venir là-dessus. Et puis du coup, ils invitaient chaudement les gens à, comme pour Kif. Alors je ne sais pas si ça s'est passé à Annecy ou dans d'autres festivals, mais du coup, ils se sont retrouvés à aller directement parler comme ça dans des lieux de récréation comme ça où il y a des gens du milieu, à parler avec différentes personnes. Et puis en fait, ils ont été repérés entre guillemets comme ça, et ils ont pu dérouler leur projet et avancer autour de tout ça. Un chouette conte de fées, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, ouais. Une histoire à la Disney, presque. Oh là là, mon Dieu. N'est-ce pas? Non, mais c'est chouette, ça, ce qui veut dire qu'ils sont pas totalement fermés, hermétiques du tout. Ils sont quand même ouverts à plein de choses à partir du moment où on a du dynamisme, des idées, des choses à leur apporter. Donc c'est cool. C'est vachement intéressant. C'était bien insisté par les créateurs de Phineas et Ferb qui disaient vraiment genre n'ayez pas peur. En fait, c'est vous qu'on attend. Donc voilà, vous êtes une valeur ajoutée, n'ayez aucun doute là-dessus, quoi. D'accord. Et c'est c'est quelque chose. Oui, nous on a notre truc derrière nous, notamment Phineas et Ferb, ça fait quelques années que ça roule maintenant. Mais c'est pareil, ils ont eu leurs difficultés, donc ils savent que c'est dur, ils savent que c'est voilà. Mais bon, s'il y a le truc qui fait que il n'y a pas de raison que à un moment ça puisse pas marcher. D'ailleurs, pareil pour Primos, qui est
Alors, j'ai beaucoup apprécié la personnalité de la créatrice. Ouais, tu en as parlé. Qui se définit elle-même en tant qu'introvertie. Donc, du coup, elle explique que voilà, elle est relativement sensible, introvertie, et elle n'est pas habituée à créer ou à l'idée des choses, etc. Mais que pour autant, ça se passe bien. Donc du coup, on lui a donné les outils pour pouvoir le faire efficacement, pour que ça se passe bien. Et puis ça se ressent. Il y a tellement d'amour dans son projet. Je pense que c'est son projet à travers Primos qui moi m'a fait le plus d'œil, de plus attirance. Parce que t'as touché, ouais, vraiment, ouais. On sent l'énergie qu'elle a mis là-dedans. C'est une femme qui est très famille, issue, enfin globalement une mexicaine américanisée, ouais. Bon, vous m'avez suivi. Ouais. Voilà, qui vit en Amérique. L'américano-mexicaine. Voilà, merci beaucoup. Qui du coup vivait là-bas avec, je crois, 28 cousins ou quelque chose comme ça. Ouf. Ouais, il y a du monde, ouais. Ah ouais. Alors, globalement, la famille, je pense qu'elle avait son foyer et tout ça, si j'ai bien compris la chose. Hein. Encore une fois, la barrière de la langue, parfois, on oublie quelques informations ou on les comprend pas bien. Mais voilà, il y a quand même une grande masse familiale qui était là et elle a passé beaucoup sa vie à aller voir les cousins, à passer du temps avec les cousins, etc. Donc, elle est très sur ce rapport à la famille. Et pour autant, en tant qu'introvertie, du coup, elle a créé un petit personnage inspiré des événements de sa famille ou autres, qui sont visiblement. Elle a une énergie folle, une créativité folle, et en fait, ça se ressent et c'est génial, quoi. Oui, Donc, et c'est ce qu'ils ont ressenti chez Disney, et c'est pour ça qu'ils ont engagé, pense, qu'ils ont ouais. pris le projet sous leur aile, ouais. etc. Voilà. Donc, C'est chouette. Hein. Plein de trucs, ouais. Et puis après, Phineas et Ferb et Super Kitties, c'est pareil, quoi. Phineas et Ferb, c'était intéressant d'avoir, on va dire, des seniors de ce truc-là qui ont pu un peu dérouler. Alors, c'est là où j'ai eu du mal à comprendre, mais je crois que ça fait 10 ans ou quelque chose comme ça, peut-être même ça plus. fait un bout de temps. Ça fait assez longtemps que Phineas et Ferb, ça tourne, quoi. Et puis voilà, ils avaient des anecdotes assez rigolotes autour de par exemple quand ils ont réussi à vendre le projet. En fait, le projet, ils s'imaginaient des personnages, ils ont imaginé des choses, ils ont imaginé des trucs assez intéressants d'ailleurs. Ils ont montré le parallèle entre le storyboard qu'ils avaient fait pour vendre le projet entre guillemets, avec l'énergie de Phineas et Ferb. C'est complètement absurde. L'humour est très drôle, très très simple et vraiment ça marche, quoi. Et en fait, ils ont montré après le rendu final. Et en fait, c'est pratiquement un pour un. Il y a rien qui a été modifié. C'est que du coup, ils ont vraiment ils ont pas dérouté, quoi, le truc. Ils ont gardé tout le. Ouais, tout. En fait, on va dire, c'est devenu un pilote, quoi. Leur vente de projet, il y avait déjà tout dedans, quoi. Et ça a accroché pareil et tout ça. Et puis ils ont dit, bon, voilà. Donc on va prendre 2 saisons, 26 épisodes chacune. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire, surtout? Comment on va pouvoir faire ça? Et d'ailleurs, ils remerciaient beaucoup leur audimat, leurs fans. Ouais. Parce qu'ils disaient, mais parfois, en fait, c'est aussi bête qu'aller chercher sur les Wikifans. Et en fait, il y a des gens, ils ont des idées fantastiques. Et du coup, ils vont même parfois, visiblement, s'inspirer des gens ou de leur communauté. Et en fait, il y a une communauté folle autour de Phineas et Ferb. Et ils en ont conscience, ils les remercient. Et c'est un amour réciproque, quoi. Ah, c'est cool. C'est vraiment super. Et puis Super Kitties, voilà, Super Kitties, c'était sympa aussi. Après, j'ai moins accroché pour ma part, mais c'est pour enfants. Donc du coup. Oui, puis c'est un peu plus dynamique. Enfin, je veux dire, c'est très. C'est très punchy. Et après, le pitch, ça va être des chatons qui ont des super pouvoirs et qui arrivent à save the day, à sauver la journée à travers des petites actions, des bonnes actions, ou à apprendre des choses de la vie, ce genre de choses. Donc c'est très mignon, c'est très sympa, il y a une belle énergie dedans, et puis voilà, quoi. Donc super. Et de toute façon, on vous met tous les liens dans les notes. Bien sûr, complètement. Ouais. Voilà, si vous voulez aller voir ce que ça donne. Ouais. Écoute, moi, j'ai vu... on change un petit peu de sujet, on revient sur des conférences. Oui, n'est-ce pas? Petite conférence... alors moi, j'ai vu une conférence sur Unity. Alors Unity, le concurrent
direct, on peut dire, de Unreal. Donc là, c'est du temps réel. Encore une fois, là on en a beaucoup parlé quand même dans cette édition de Annecy. On était ensemble, non? Hein? Oui, en plus on était ensemble. Bah oui, je suis bête. Concevoir des films animés avec Unity, n'est-ce pas? Exactement, nous étions ensemble. Nous allons pouvoir en parler tous les deux. Exactement, de concert. Donc oui, voilà, c'était c'est le concurrent direct au niveau du temps réel de Unreal. Donc c'est à la base, donc je rappelle, un moteur de jeu, les deux, et qui vont vers justement le film d'animation, etc., les expériences VR, AR, etc. Donc c'est bien, c'est cool qu'il y ait quand même de l'émulation et de la concurrence. C'est une saine concurrence, je pense. Oui. Puisqu'en fait les deux, ce qu'on a vu, en tout cas, des projets qu'il y avait, étaient assez différents de ceux de Unreal. Et en même temps assez proches, dans le sens où c'est pour faire quelque chose de différent de l'animation qu'on a l'habitude de voir. Donc, trouver des choses innovantes au niveau artistique, au niveau visuel. Qu'est-ce que là on avait vu notamment un petit court-métrage qui était fait en carton entre guillemets. On croyait que c'était alors une web série en plus fait par une seule personne, assez incroyable. Moi ça me donnait une belle sensation du truc avec Monsieur Cheval, Monsieur Cowboy. Je sais plus c'est quoi ce truc. Une série québécoise si je me trompe pas. Vraiment très drôle, où il y a ce petit côté un peu carton-pâte là, où tu fais jouer des petits bonhommes, tout ça, et l'humour est de la même absurdité, c'est vraiment incroyable. Ouais, vraiment, Monsieur Carton, je vous conseille d'aller voir, c'était très chouette. Ça a une très bonne vibe, ouais. C'était très chouette. Là, il y avait des gens des studios Plip, des studios Manette, Studio Manette et Humanimation et Miam aussi. Ouais. Donc Miam, ils ont fait une série qui s'appelle Edmond et j'ai paumé le nom. Voilà, on retrouvera. Mais en tout cas, c'est une petite série très mignonne, écologique, etc. Donc avec Unity, on peut faire de la série, de la belle série, de la web série. Ça n'a pas à rougir, hein. Ah non, pas du tout. Il y a quand même une belle publicité autour de Unreal, mais clairement, moi, Unity, ils m'ont montré quand même côté stylisé. Alors, moi, à titre personnel, j'adore regarder les choses stylisées qui se passent, etc. Donc, côté stylisation, ils arrivent à avoir des trucs très diversifiés, très marqués, très jolis. Et niveau techno, niveau rendu image, on a clairement pas à rougir avec du Unreal. Alors oui, on va peut-être pas avoir Metal Human. Et encore, il y a Ziva, il y a ce genre de choses. Il y a Speed Tree, qui permet de faire des arbres et de la végétation dans la forêt très facilement. Enfin, facilement, on s'entend là, mais en tout cas procéduralement et très diversifié avec beaucoup d'utilisation. Donc Ziva, c'est pour tout ce qui est mocap et puis aussi tout ce qui est close, c'est-à-dire simulation de vêtements, non, si je dis pas de bêtises, et muscles, etc. Il me semblait, c'était pour les muscles, je crois. Voilà, c'était muscles, peau, etc. pour avoir justement quelque chose de beaucoup plus réaliste, ou en tout cas potentiellement stylisé, mais en tout cas quelque chose comme ça. Ils ont remontré la démo autour des lions là, qui est super super mignonne, quoi. On voit un lionceau qui est en train de jouer avec son père, puisque c'est un gros lion avec une grosse crinière. Ah, c'est un lion, ça. Oui, c'est ça. Quand ils ont du poil, c'est du lion. Quand ils ont du poil autour de la tête, c'est des mâles. Faudra en parler à Tartakovsky. Et du coup, on voyait donc tous les poils, etc. Et puis toute la simulation de la peau quand le petit lionceau monte sur son père, etc. Ça réagit bien. Très très réaliste et ça réagissait très très bien. Et en temps réel, encore mieux. C'était d'ailleurs, vraiment... ils ont même montré, je crois, sur leur petite bécane là, ça marchait très bien. Hein. Ah oui, ça bronchait pas le truc. Ça ne bronchait pas, c'était vraiment très très chouette. Ouais. Et puis on a eu surtout avec Humanimation le jeu, puisque c'est un moteur de jeu, Unity. On a eu là un bel aperçu du jeu Dordogne, qui est sorti d'ailleurs il y a pas très longtemps. Oui, je crois qu'il est sorti mardi soir, voilà. si je me trompe pas.
ou en tout cas, il est sorti là cette semaine, il est disponible. Ouais, et, et sur beaucoup de plateformes en plus, hein. Ouais, sur toutes les plateformes. Switch, machin, tout ça. Et moi j'ai trouvé ça extrêmement joli, parce que c'est un rendu, donc c'est un jeu vidéo avec un petit personnage qu'il faut faire balader dans un monde, alors réaliste, hein, puisque c'est Dordogne, donc c'est en Dordogne. Oh là là, dis-le donc. Donc on fait du kayak sur la Dordogne, etc. Mais avec une patte graphique comme si c'était de l'aquarelle. Et c'est de l'aquarelle presque. Même. Eh ben oui. Et les décors ont été faits en aquarelle en tout cas. C'était assez impressionnant d'avoir leur retour là-dessus, puisque en fait ils ont fait de vraies aquarelles pour le jeu, qu'ils ont ensuite retransmis dans le moteur, intégré au niveau des textures et franchement, ils ont montré quelques breakdowns où ils étaient en train de peindre en extérieur dans la Dordogne des paysages à l'aquarelle. Et pour donner des idées de concept, je crois qu'ils ont fait plus de 110, 120 planches. Il me semble que c'était ça, ouais. Et ça marche super bien, quoi. C'est du bel œuvre. Donc du coup, on va jouer un peu sur les plans avec de la projection, tout ça. Donc ils ont repeint après dans le moteur leur aquarelle. Et c'est beau. C'est très beau. C'est très beau, très stylisé, très sympa et du coup en temps réel ils ont pu faire plein de choses aussi. Enfin voilà, au niveau des caméras, des choses comme ça, il y avait de des la choses, lumière aussi, il y avait des choses intéressantes. Totalement. Ouais. Puisque du coup il y a, je crois qu'ils ont pas ou peu utilisé de lumière. En fait, ils ont faké la lumière. Oui, tout à fait. Ils ont fait en sorte de recréer un shader qui permet de projeter la lumière. Alors un shader est un bien gros mot. C'est un petit bout de code informatique qui va permettre de changer le rendu à l'image ou de donner au moteur de jeu une manière d'interpréter des graphismes ou autre. Donc on est au niveau vraiment très graphique et code. Donc on est sur un très bas niveau de complexité. Alors bas niveau, pareil. Bas niveau, ça veut dire qu'on rentre vraiment dans le cœur du moteur. Et haut niveau, on est simplicité d'utilisation, etc. Donc là, ils sont quand même allés chercher un peu de complexité pour pouvoir développer ça. Et en fait, ça marche bien. C'est super. C'est très beau. Il y a des petits effets particules. Visiblement, le DA en avait très envie, le réalisateur. Des God Rays et des particules. C'est ça, j'adore ça, on en met partout. Et non, franchement, belle œuvre. Très, très belle œuvre. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion parce que c'est un beau projet que j'aime beaucoup. Ouais. Potentiellement avec eux. On va essayer de les contacter au moins pour faire une émission avec eux parce qu'effectivement ce serait intéressant. Je vous parlais dans l'émission précédente qu'on allait faire des émissions sur Unreal et toutes les technos qui sont autour et tous les outils, etc. Qu'est-ce que ça apporte le temps réel, machin avec Unreal. Mais on n'oubliera pas Unity. Complètement. Donc que ce soit l'outil principal et les utilisations qui en sont faites. Ouais. Donc préparez-vous cette année à bouffer du temps réel. Je vous préviens. Donc c'était super sympa. Ouais. Moi j'ai fait une petite conférence après sur le futur de l'animation. Alors je vais être assez rapide. Non, je déconne. Le lourd. Oui, les pipettes sont habitués. Mais c'était sur donc le futur de l'animation et devinez de quoi qu'on a parlé. On a parlé d'intelligence artificielle et on a parlé de temps réel. Voilà. Non, mais bon. C'était sous un autre angle et surtout c'était un petit peu de voir il y avait le collège qui s'appelle The Animation Workshop dans une université au Danemark. Qu'est-ce qui te fait marrer? J'y ai été aussi à cette presse. Tu vois comme quoi. Ah non mais alors, voyez comme on est dévariés. C'est incroyable. Oh là 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 là. Mais tout va bien. On rassure nos familles, nous allons bien. Donc il y avait des représentants d'Animal Logic, de Epic Games, etc. Mais qui nous ont raconté un petit peu, de nous dire que oui, il faut que les nouveaux
que les apprenants, que les futurs artistes apprennent ces techniques de temps réel et comprennent ce workflow ces pipelines un petit peu, même si dans chaque studio il y a différents pipelines, différentes manières de travailler, mais en tout cas il faut qu'ils intègrent ça comme ils intègrent tout ce qui se passe avec le précalculé, donc les mayas, etc. Parce que c'est là où ça va, et il faut l'apprendre correctement. Oui. Donc c'est là où c'était effectivement hyper intéressant. Et puis toujours pareil, est-ce que l'IA va l'intelligence artificielle va enlever du travail? Ils l'ont reconnu. Ils ont clairement reconnu ça. Ils ont dit ça va en retirer, ça va modifier certains travails. C'est indéniable. On est OK de statuer là-dessus. Globalement, ils étaient tous à dire ça. Et oui, ça peut arriver. Voilà, il faut juste qu'on soit prêt. Et il faut qu'on sache la responsabilité qu'on a autour de ça. Et s'adapter un minimum. Mais bon, ça on en avait parlé à l'émission précédente. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, j'ai trouvé ça plutôt correct. Moi, j'ai passé un bon moment aussi là-dessus. Je trouvais qu'il y avait des informations assez intéressantes. Après, on sentait que le sujet de l'IA était quelque chose d'assez glissant. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi la complexité autour des IA que moi j'entrevois. C'est que il y a les grosses IA avec les grosses GAFAM là, tout ça, où il va y avoir des gros problèmes. Vraiment. Donc les GAFAM, on rappelle ça, c'est Google, Amazon, Facebook, voilà, enfin Meta maintenant, donc Gamam, comme on va appeler ça. C'est ça, Microsoft, Apple, tout ça. Exactement. Donc on est là-dessus, donc avec des OpenAI ou ce genre de choses, avec des gros acteurs dans le domaine de l'IA. Et il y a beaucoup de choses positives, négatives qui se dégagent autour de ça. Je pense que là où il y avait peut-être le malaise, c'est que quand on pense IA, on va de suite penser à ça, parce qu'on est vraiment genre overwhelmed, comment dire, il y a trop d'informations autour de ça. Alors je pense qu'il faut mesurer les propos autour de ça. Globalement, à mon sens, là où je pense que c'est difficile pour eux de parler d'IA, et je l'entends, c'est que eux, peut-être que leur utilisation, ça va être de créer leurs propres IA sur des outils beaucoup plus ciblés, beaucoup plus petits, beaucoup plus précis. Localisés. Là où en fait les grosses IA qu'on entend sont quand même assez inquiétante à juste titre. Donc on sentait que la salle était assez concernée, assez inquiète et tout ça, autour de ça. Il y avait une petite tension intéressante quand même. Et que du coup, est-ce que c'était à eux à répondre à ces questions-là aussi? Ils ont leur responsabilité aujourd'hui à mon sens, et c'est bien. Ils ont l'air d'en avoir conscience. Après, quel va être leur choix, quelle va être leur position? C'est là où c'était un peu plus difficile de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils imaginaient sur du long terme, au final. Puis ce que disait Mark Flanagan de Animal Logic, il disait surtout il faut l'utiliser comme un outil. Ouais. Il faut l'utiliser comme une aide, comme quand vous avez un crayon pour dessiner, comme quand vous avez une souris pour manipuler vos gizmos, etc. Il faut l'utiliser comme un outil, une canne pour marcher. Enfin voilà, bien sûr. On pourra faire mille et une métaphores, mais c'est ça. C'est que s'il vous faut des références, effectivement, Dali Midjourney peuvent être intéressants pour avoir quelques références localisées, particulières, etc., mais ne pas se reposer entièrement là-dessus. En tout cas, comment l'inclure dans votre manière de travailler. Et il disait alors aussi que il y avait des étudiants qui allaient effectivement, comme il disait, shorten the corner, donc c'est-à-dire couper les coins, donc aller au plus vite et finalement biaiser un peu le truc. C'est qu'ils allaient utiliser l'IA à fond. Oui. Sauf que, ok, ça va peut-être marcher la première fois, mais auront-ils appris quelque chose et pourront-ils le refaire sans IA ?
Voilà. Il y a ça. C'était là où était Après, un on peu avait le cœur une du directrice, truc, une directrice d'école, du Animation Workshop, Animation Workshop, qui disait clairement, ça se repère très vite aussi. Bien sûr. Ce genre de personnes. Donc, bon, ils n'étaient pas tant inquiets par rapport à ça. Je pense que là où il faut mesurer les propos quand même vis-à-vis des IA, c'est qu'il y a quand même des choses très négatives aussi, et je pense que ça mérite une émission, et il faudra qu'on trouve des invités pour ça, parce que bien que ce soit un outil, on m'a toujours dit, un outil, c'est différent d'un jouet. Et beaucoup de personnes utilisent ça comme un jouet, là où la différence entre un outil et un jouet, c'est que on peut se blesser avec l'outil. Oh, c'est bien vu ça. Ouais, merci mon papa. Et du coup, c'est ce que me disait toujours mon père. Fais attention, un jouet, voilà, t'as un outil dans les mains. Fais attention, on va pas te blesser avec parce que c'est la grosse différence. Maintenant, du coup, moi, j'intègre beaucoup de philosophie dans ma manière de voir les choses. Et même si c'est pas un dégât physique, ça peut faire du dégât psychologique ou autre. Donc, il faut quand même mesurer tout ça. Il faut voir les impacts que ça peut avoir. Et je pense que ça serait intéressant qu'on ait une table ronde ou quelque chose comme ça, avec des pour, des contre. Et puis, pour essayer de ramener un peu de positivité, ou en tout cas de voir, oui, aider à prendre conscience de tout ça, quoi. Je pense que ça pourrait être intéressant. D'accord. Donc, à suivre au prochain épisode. Oula, enfin au prochain épisode. Oui, à l'épisode où qu'on en on parlera. traitera de ça, ouais. Faut qu'on trouve les interlocuteurs, tout ça, mais oui, j'aimerais bien traiter ça, ouais. Complètement. Est-ce que tu avais d'autres choses ? Oui, j'ai vu le Whip Feature de Hanzu, le chat fantôme. Ah. Ouais. Petit film d'animation franco-japonaise, s'il vous plaît. Eh ben tiens. Ouais, incroyable. Il y a toujours eu, depuis des dizaines d'années, une belle relation entre la France et le Japon. C'est et chouette. Apparemment, c'est pas si simple. Puisque c'est un projet qui est là depuis quand même assez longtemps. Autant que ça. Ouais, je crois que c'était 5 ans. Alors, ça fait 7-8 ans là qu'ils y sont. Mais ils ont galéré pendant 5 ans. Donc, d'accord. Et en fait, ils ont galéré parce que il n'y a pas de facilité en fait entre le Japon et la France pour faire des associations. D'accord. Donc du coup, en fait, il y avait du financement en France, mais les Japonais ne le savaient pas forcément. Et en fait, il a fallu trouver et faire un montage. Donc ça, c'est en fait les 3 ans qui se sont rajoutés après les 5 ans. D'accord, des coproductions pour pouvoir bénéficier de... Ouais. Alors si je récapépète depuis le début, globalement, ils ont travaillé le projet pendant 5 ans. Où on s'est retrouvé avec un des co-créateurs qui est tombé sur un manga, le manga Hanzo, le chat fantôme, et puis il a trouvé ça fantastique et il s'est dit il faut l'adopter. Alors pour l'histoire, le manga est pas tant un manga qui a très bien marché, ça a fait beaucoup penser à Fixed un peu. C'est assez rigolo, mais c'est juste un chat qui va vivre des aventures. Et c'est un chat, en fait, il est juste devenu fantôme parce qu'il était trop vieux pour être chat. Oh. Donc il est passé de l'autre côté, mais il reste un vieux chat, un petit vieux un peu flemmard, un peu nonchalant, tout ça. Donc il lui arrive des petites histoires comme ça et en fait il est autour de là, à vivre autour des gens en tant que chat fantôme. Mais en fait, il fait pas peur. Le mot fantôme fait peur, mais il faut pas que ça fasse peur. Les humains le voient. Oui, c'est ça. C'est un esprit en fait. C'est un yokai qui est là. Alors le terme yokai japonais, qui est juste un esprit, de tous les jours. Et en fait, il est ni méchant ni gentil. Il a juste sa propre vie. Du coup, le manga tourne autour de ça. D'accord. Voilà. Là maintenant, eux ils se sont dit mais c'est un matériel formidable, donc on va pouvoir l'adapter au cinéma, on va essayer de faire quelque chose. Et, c'est un long métrage, hein. C'est un long métrage, oui, qui est en cours de production du coup, qui devrait sortir, je pense, dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. D'accord. Qui a l'air d'être bien avancé. Alors il y a quelques particularités assez intéressantes, notamment le fait que l'autre co-réalisatrice est une spécialiste de la rotoscopie. Alors, donc ce qu'ils expliquaient dans la présentation, c'est que au Japon, quand on fait du cinéma d'animation 2D, donc c'est un film 2D aussi, j'ai oublié de le préciser, et quand on fait de l'animation 2D, la rotoscopie, elle va être employée que pour des trucs assez spécifiques. Alors est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est que la rotoscopie ? La rotoscopie. Alors, on prend une caméra, on fait jouer des acteurs, et on vient redécalquer par-dessus.
D'accord. Voilà. Donc en fait, on vient faire des vraies actions de film. En fait, on tourne le film une première fois. D'ailleurs, c'est assez impressionnant à voir. Si à l'occasion vous regardez ou que vous pouvez tomber sur le breakdown de Hanzu, le chat fantôme quand il sera sorti, ça vaut le détour. C'est assez rigolo à voir. Où il va y avoir une scène qui va se rouler, se dérouler dans la caméra, et en fait, cette vidéo va être envoyée aux animateurs 2D et ils vont redessiner par-dessus. D'accord. Et donc c'est un process qui est quand même assez long, puisque du coup ils vont faire frame par frame, etc. Ou ils vont peut-être interpoler, ils doivent avoir des outils et un pipeline fait pour. Mais voilà, il faut s'imaginer que c'est d'abord filmé, puis ensuite redessiné. Redessiner par-dessus. Voilà. Ok. Il y a plein de particularités que j'adore avec ce long métrage qui est en cours de production. C'est que notamment au niveau des décors, on a un DA qui a fait La Tortue Rouge. Chouette directeur artistique, effectivement. Sympa. Ouais. Yann Leman, si je me trompe pas. Et ça se ressent, c'est beau. Alors du coup, ce que expliquait la co-réalisatrice spécialisée en rotoscopie, elle disait mais si on a pris Yann, c'est parce qu'en fait, il a une autre vision. Et j'ai appris énormément en fait dans cette conférence, puisqu'elle expliquait que par exemple, quand on pense cinéma d'animation japonais, on va penser à Miyazaki. Sauf que quand on voit du Miyazaki, les gens vont peut-être pas prêter le trait, mais Miyazaki, la couleur dominante, c'est le bleu. Mm-hmm. Parce que, en fait, il va mettre de la profondeur atmosphérique, il va faire ce genre de choses. Et en fait, c'est une dominante. Sauf que Yann, lui, il travaille pas comme ça. Lui, il va s'autoriser à des couleurs pures, entre guillemets, ou non, du vert, c'est du vert. Et il va mettre de la richesse. Et en fait, elle est tombée sur une image de la Tortue Rouge où il était dans une bambouserie et elle a dit c'est bon, c'est ça qu'il nous faut. Elle voulait des décors au plus proche du réel, de l'été japonais, puisque ça se passe en été, l'histoire. L'idée, c'était vraiment de genre avoir des décors très réalistes, très jolis, mais avec des couleurs vraiment genre et ça se sent. On se sent enveloppé par l'été japonais dans ce truc-là. Les différentes images qu'on a vues, elles étaient assez folles. Et du coup, pour revenir sur la rotoscopie, la particularité de la rotoscopie dans le cinéma d'animation japonais, c'est que normalement, c'est utilisé que pour quand tu vas avoir quelqu'un qui va danser, faire des mouvements assez précis. Ouais. Là, du coup, ils l'ont fait sur tout le film. La vache. Ouais. Ah oui, donc gros boulot. Gros boulot de rotoscopie. Ouais. Ah oui, puis quelque part double travail, puisqu'un premier travail de filmage réel et ensuite un travail de colorisation, d'illustration et de D'ailleurs, si je me trompe pas, je crois qu'ils ont dit que par exemple le storyboard, ils en avaient très peu fait. Parce que en fait, ils voulaient garder l'artisanat du film qui était fait. Et qu'en fait, s'il y a des accidents qui sont faits avec des positions de personnages ou des choses comme ça, en fait, ils voulaient que ce soit le boulot des acteurs qui soit retranscrit en 2D. Donc en fait, on va avoir par exemple un acteur qui va avoir une mimique, une manière de se toucher ou autre. Ils ont pas pitché la personne, ils lui ont pas dit comment faire. Ils ont laissé le travail de l'acteur. Ils lui ont dit tu fais ça globalement. Mais tous les micro détails, ils voulaient les garder. Donc, d'accord. Du coup, ils ont essayé de pousser à fond. Donc, on a vu quelques scénettes comme ça. Et franchement, c'est très beau. Je pense que ça va être un très, très, très beau film. Ça peut être intéressant. Ouais. Effectivement. Puis tu me disais aussi un petit détail sur les contours. Ouais, complètement, ouais. Il y a des trucs comme ça où ils se sont laissés des libertés. Où ils se sont dit, par exemple, alors, il n'y a pas spoil alerte. Il ne va pas y avoir que ce seul yokai-là. Il va y en avoir d'autres. Et en fait, parfois, sur certains yokai, ils se sont permis de faire des contours de couleurs différentes. Et on voit, selon l'ambiance dans laquelle on est, peut-être que Hanzu, si vous voyez quelques images, il y en a quelques images qui traînent sur Internet. Vous verrez, en effet, les contours des personnages, parfois, ils sont de la couleur qu'il y a en dessous. Et c'est super intéressant, une fois qu'on le sait, ça se remarque. Au lieu d'avoir un trait noir comme dans les BD, exactement, comme dans ou dans l'anime traditionnel. D'accord. Ouais, complètement. Ouais. Ah ouais, effectivement, ça doit rendre quelque chose de vachement intéressant. Donc, et puis là, du coup, on est sur. Peut-être faire une petite épaisseur, une c'est sorte de profondeur. Ça intègre le truc où ça va rimer un peu, ça va contourner, mais différemment. Je sais pas,
Voilà. Moi, le look, j'ai beaucoup accroché sur ce long métrage là. Donc, je pense que dès qu'il sort, ça va être un moment de cinéma, ouais. Ouais, franchement, ouais. Et puis, vu qu'ils ont galéré, puisque, bah, du coup, en fait, le couple de co-réalisateurs, a galéré avant le projet. Vraiment. D'accord. En fait, ils avaient des idées, mais ils avaient pas tant un peu comme, je pense, au final, Fixed, Ouais. c'est qu'il n'y avait pas de trame narrative. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une fillette. Voilà, avec une histoire, tout ça, elle est abandonnée par son père, etc. Donc, ils vont jouer autour de ça. Et puis, le chat va l'accompagner, etc., etc. Donc, ils ont rajouté cet élément-là, qui n'est pas dans le manga. Mais, il y a quand même la volonté de vouloir raconter Hanzo aussi. Et l'histoire de cette fillette, donc qui est très attachante d'ailleurs, puisque la réalisatrice disait mais moi je voulais pas que ce soit une gentille fillette pour autant. Elle a quand même de la difficulté, pas de maman, pas de papa, en fait voilà, elle a le droit d'être méchante entre guillemets, ou en tout cas s'il y a un malaise, elle peut l'exprimer aussi. Donc du coup on voit une gamine un peu entre deux eaux, et pour ça je suis désolé mais l'animation japonaise elle est incroyable quoi. Ouais. Ils savent écrire les personnages, et j'ai hâte de voir l'évolution de cette gamine. Ah bah parfait. Ouais. Mais tu donnes envie, dis donc. J'essaye. J'essaye. Bon, on va retrouver de toute façon ça sur les notes de l'émission. Alors moi j'ai vu alors petite conférence, je vais en faire deux parce que je vais en faire un très rapide. Ouais. Justement là une conférence, j'étais très curieux de voir la présentation de la politique animation d'Arte France. Oh. Eh ben oui, parce que Arte effectivement a une politique au niveau aussi, notamment du court-métrage et du moyen-métrage. Alors c'est pas que de l'animation, mais ils en ont quand même beaucoup. Ouais. Donc justement, alors, il parlait, c'était très prod, hein, donc ça parlait d'achat, ça parlait de combien on va aider, voilà, de coproduction, et comment est-ce que Arte peut devenir coproducteur d'un court-métrage, pré-achat et tout ça. Alors, moi, il y a des trucs, j'étais un peu aux fraises, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, alors déjà, ils ont des programmes sur Arte qui sont, vers minuit, il y a l'émission qui s'appelle Court-Circuit. Okay. Qui, il me semble que c'est une fois par semaine, que je dise pas de bêtises, mais bon, vous retrouverez ça de toute façon sur la page de Arte ou sur vos programmes télé, si vous regardez la télé. Mais en tout cas, ils encouragent beaucoup et ils montrent du court-métrage et du moyen-métrage, cool. qui sont vachement importants. Il y en a pas que sur Vimeo et sur YouTube. Et du coup, il y a des choses qui sont très très intéressantes et ils sont très très ouvert en fait au niveau des sujets, des médiums, des scénarios, de la longueur, de tout ça. Ils sont assez ouverts. Alors visiblement ils ont peu, avec des gros guillemets, de budget, mais ils essayent d'aider beaucoup, en tout cas la création et la production et la diffusion bien évidemment de courts-métrages et de moyens-métrages. Il parlait aussi de pas que de choses à montrer sur la télé, mais leur chaîne YouTube. Il parlait aussi d'Instagram, de Twitter, de TikTok. De justement ces plateformes qu'ils essayent aussi de valoriser, en tout cas de mettre des choses et de créer des courts-métrages, des choses comme ça là-dessus. Ok, ils produisent du coup du court-métrage là-dessus. Ils produisent des choses, ouais, okay. Exactement. Donc et en format vertical par exemple, en format story, etc. Donc il y a plein de choses. Il faut pas hésiter si vous écoutez cette émission puis que vous avez des idées de court-métrage, si vous avez à n'importe quel stade en plus, il disait. Ok, super. Donc alors il y a certaines conditions, il faut pouvoir être éligible aux aides du CNC, etc. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, et ça peut vous rapporter éventuellement une copro, une coproduction, une diffusion, etc. Donc c'est chouette. En tout cas, ils ont l'air d'avoir beaucoup de volonté. Ils parlaient même de jeux vidéo. Ok, super. Donc voilà, et c'était
Ils avaient l'air vraiment hyper ouverts au niveau des sujets, au niveau des pays. Il y avait même une personne chinoise qui a dit alors moi j'ai un projet, enfin j'ai un truc, c'est très culturel chinois machin, mais est-ce que ça pourrait Et ces braves dames ont dit oui, il y a pas de souci. Enfin à partir du moment où bienvenue. C'est ça, voilà. Apportez-nous votre projet, on en discute, on voit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais si on peut aider, si le projet nous intéresse, si c'est chouette, si c'est allons-y. Donc voilà, allez voir Arte et allez voir ces trucs-là, donc court-circuit et puis les moyens-métrages aussi, parce qu'il faut pas les oublier, les moyens-métrages, les courts-métrages c'est bien, 5-10 minutes, 15 minutes, voire jusqu'à presque 20 minutes, mais après entre 20 minutes et 1 heure, c'est du moyen-métrage. Et dans le moyen-métrage, il y a des choses qui sont vachement bien aussi. Ouais. Donc des fois ça vaut pas le coup d'étendre une histoire pendant 1h20, 1h30. Si c'est efficace, 50 minutes suffisent et pour que ce soit chouette. Donc oui. Parfois même il y a des trucs qui s'étendent jusqu'à 1h30 où tu te dis peut-être qui devra que voilà. C'est ça. Donc complètement ouais. Voilà, donc ça c'était pour la politique d'animation d'Arte. En tout cas d'Arte France, qui s'occupe d'ailleurs du monde entier, parce que Arte Allemagne s'occupe uniquement des œuvres germanophones. Ok, super. Et j'ai vu aussi dans les séances événements, j'ai vu en avant-première Nimona, qui est un film de Netflix qui sort le 30 juin, donc à la fin de ce mois, sur Netflix et qui est absolument dingue. Ok, super. Une espèce d'aventure épique dans un monde alors médiéval futuriste. Ok. Voilà, je vous laisse le blanc, je vous laisse imaginer. Non, regardez le trailer notamment, et puis si vous pouvez regarder le film, il est absolument dingue. Les personnages sont hyper attachants. On est loin de Disney qui vous met du LGBT et de la diversité plein la tronche en vous l'étalant bien partout et en disant regardez comme on fait, regardez comme on est gentil et on en met partout. Là, c'est très normalisé. J'ai envie de dire, parce que le héros est en tout cas le personnage principal est un chevalier donc dans une ville hyper futuriste, mais un chevalier quand même en armure, etc. Qui est homosexuel avec un autre chevalier aussi, mais c'est pas du tout mis en avant. C'est une espèce de truc normal pour faire avancer l'histoire. Voilà, il y a une vraie utilité, pas qu'il soit homosexuel, mais qu'il y ait une histoire d'amour. Ouais. Donc peu importe, c'est juste que là, ils ont dit voilà, c'est comme ça. Et alors c'est adapté d'une BD qui est très très visiblement qui était très attendue en tout cas. Et l'histoire est vraiment vraiment super sympa. Beaucoup de rebondissements, comme j'ai dit, on s'attache énormément au personnage. Nimona, donc c'est une petite fille qui vient voir ce chevalier à qui va arriver une grosse mésaventure et qui va être un petit peu déchu. Il se fait castrer ? Non, pas du tout. Non, Genji n'était pas là, Gendy n'était pas là, mais non, mais elle va le voir et on sent qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette gamine. Ouais. Mais en même temps, elle est très drôle, très vive, très machin. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle est là ? Voilà, je vous laisse planer le truc. Pas plus. Mais c'est hyper sympa. Le graphisme est particulier. C'est un peu cel shading, mais pas trop, donc c'est-à-dire avec des couleurs assez on va dire flat quelque part. Les ombres très marquées, pas de pas de progression dans l'ombre. C'est ok, il y a l'ombre qui arrive au milieu du visage, il y a d'un côté c'est bien assombri et de l'autre côté c'est très clair. Voilà, il y a pas et c'est une ligne fixe quoi. Voilà, c'est pas adouci entre les deux pour faire une zone de transition, de dégradé, exactement. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Je suis un peu fatigué et je savais. Mais mais c'est vraiment chouette. On rentre très vite dans le monde et l'intégration justement entre médiéval et futuriste. Et quand je dis futuriste, c'est vraiment futuriste. Les voitures qui volent, les portables, les machins. Enfin voilà, c'est vraiment futuriste.
Et c'est vraiment chouette. Beaucoup de rebondissements. La fin, on s'y attend un peu honnêtement, mais en même temps, c'est pas le but. C'est efficace. Et c'est super efficace. T'as passé un bon moment. J'ai tout passé ça. un super bon moment. La musique est très cool Ouais. et pas non plus ultra prégnante. Ok. Ouais, vraiment, vraiment super. C'est vraiment le genre de choses qu'on a envie de voir beaucoup. Il y a, enfin, un storytelling. On en parle beaucoup du storytelling, donc la manière de raconter les histoires, et vachement bien intégré, vachement bien fait. Ouais, des rebondissements, bref, standing ovation pendant 15 minutes. Ah ouais, waouh, super. Ouais. Wow, L'auteur de la BD était là, elle en a pleuré toutes les larmes de son corps, elle était supra émue. Toute l'équipe était super cool, les deux réalisateurs. Alors à savoir que ce projet justement, les deux réalisateurs étaient invités au début à parler. Il y en a un, c'était Nick Bruno, qui a expliqué un petit peu le projet, et il a dit alors son collègue Troy Quane dit ouais, c'était vraiment un roller coaster là, un grand 8 et tout ça, mais je laisse la place à Nick pour expliquer ça. Et l'autre a dit un fucking roller coaster parce qu'en fait le projet dure depuis vachement longtemps, parce qu'il avait été au départ produit par Disney. Wow, okay. Donc ça partait bien. Ils disaient on montait comme dans un roller coaster, comme dans un grand 8, et on était en haut, tout en haut, on voyait tout, on était les rois du monde, on avait la tête en bas, c'était cool. Et à un moment, tout s'est pété la gueule parce que Disney a dit non, finalement on le fait pas, salut, bisous, merci, au revoir. Donc ils se sont retrouvés comme des couillons avec leur projet qui était à moitié fait, et ils avaient plus aucun financement, plus rien. Wow. Donc ils ont été assez acides, et même très très acides envers Disney, et ils ont dit on était vraiment dans la merde, nous deux réalisateurs et l'autrice, et qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait, sachant que Disney disait non, là c'est nous qui l'avons fait, donc vous pouvez rien en faire. Vous pouvez pas récupérer ce qu'on a fait. Zéro. Donc ils sont repartis de zéro parce que Netflix est venu, a entendu parler de leur projet, etc., de ce truc-là, et ils ont dit nous on rentre dans le game et c'est parti, venez et on recommence. Okay. Donc ils ont tout refait, et le projet a redémarré, et ils ont encensé Netflix en tout cas. Okay. Pour vraiment leur énergie, leur implication, et leur liberté aussi, la liberté qu'ils ont laissée au réal de faire vraiment ce qu'ils voulaient, en termes de DA, en termes de techno, en termes d'histoire, en termes de tout. Donc c'est voilà. Super. Bravo Netflix, en tout cas ils étaient vraiment dithyrambiques par rapport à la production en tout cas qu'ils ont eu pour Nimona. Donc regardez-le parce que vraiment ça vaut le coup, c'est frais, ça fait du bien de voir ce genre d'histoire, même s'il y a des trucs où on s'y attend un peu, machin, mais en tout cas visuellement il y a plein de petits détails, plein de petites choses qui sont super super fun. Et ça s'adresse à qui du coup, petit comme grand? Alors pas trop petit quand même, parce que ça il y a quand même un peu de tripaille, on va dire. Un petit peu, et puis comprendre un petit peu les relations entre les personnages et tout, mais ados, jeunes ados, c'est bien. Et puis adultes, bien évidemment. Enfin voilà, moi c'était vraiment très très drôle. Il y avait vraiment des moments très très fun. Donc super. Alors c'est pas aussi fun et potache que du Tortue Ninja, qu'on soit bien d'accord, mais c'est chouette. Puis c'est chouette de voir cet univers-là en tout cas, et cette surtout DA. sur la liberté, je trouve que c'est rafraîchissant quoi. Ouais. Ça a l'air d'être super rafraîchissant. Ça m'a donné envie. Eh ben écoute, voilà. Donc le 30 juin, ça sort sur vos plateformes Netflix. Voilà, ça c'était Nimona et c'était cool. Moi j'ai encore deux petits trucs à dire. Qu'est-ce que t'en dis? On est à peu près 1 heure d'émission. Ouais. Qu'as-tu à dire toi? Qu'est-ce que tu avais d'autre? Alors 1, 2, 3, 4. Ok, eh ben je te laisse en faire 2. C'est parti. C'est parti. Alors, j'ai été voir concevoir des films animés avec Unity. Non, je déconne. J'ai vu Empereur. Ça fait beaucoup écho à ce que tu as dit sur Arte parce que je crois qu'ils ont participé. C'est pas impossible. Ouais, totalement. Qui est une expérience XR
Alors, qu'est-ce que le XR? Eh ben, je vous le demande. C'est un casque VR, mais on utilise ses propres mains. Donc, Ok. du coup, le casque récupère la position des mains et on utilise les mains. Histoire super touchante. Franchement, voilà. La beauté de la chose, et eux, c'est pareil, ils ont galéré à monter le projet, ça a été quand même assez compliqué. Ça parle, alors je ne saurais pas dire les mots, c'est assez important, puisque ça parle d'un sujet assez sérieux quand même. Puisque voilà, donc je vais essayer de retrouver les notes et puis je vous reviens dessus après. C'est un projet qui est important. Ensuite, j'ai vu sinon, du coup, Digic 20 ans de magie numérique et un nouveau chapitre. Qu'est-ce donc que Digic? Mais Digic, qu'est-ce donc? C'est un studio d'animation qui... alors, studio d'animation, non. Ils ont commencé par faire des publicités, des cinématiques pour le jeu vidéo, etc. Donc ils ont un très fort lien avec le jeu vidéo. Ouais. Ils ont une ADN vraiment ancrée là-dedans. Même s'ils faisaient du précalculé, donc pipeline standard avec Arnold, le Maya, etc. Ils ont beaucoup travaillé avec, mais ils ont aussi beaucoup travaillé avec Unreal. Donc parfois c'était des shorts métrages, tout ça, etc. autour du jeu vidéo pour présenter, voilà. Mais ils ont fait autant d'Unreal que de Arnold. Ils ont fait ça pendant 20 ans. D'accord. Et là, aujourd'hui, ils se lancent dans l'animation. Donc ça, c'était la grosse news. Ils ont, je crois, 3 longs métrages en cours de production. Ah oui, donc ils se lancent vraiment. Ah oui, à à fond les ballons, là, on y va. Justement, je la fais vite en plus là-dessus. C'est un studio hongrois, je crois. C'est ça? Il y a moyen. Hein Voilà. On croit bien que c'est un studio. On Ouais, c'est voit ça. bien que c'est un studio, voilà. Hongrois. Mais ouais, c'est un gros studio. Alors, ils nous ont fait une présentation, hein, quand même, de qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années, comment ils ont grossi. Donc, en effet, ils sont partis de là. Ils ont évolué. Ils ont fait DGX Services. C'est un groupe, hein, aujourd'hui, donc ils sont bien structurés. Services, c'est beaucoup de motion capture. Donc, par exemple, Ok. alors ils ont montré une petite vidéo très mignonne où ils avaient foutu plein de bouts de scotch sur des chats là pour pouvoir les enregistrer. Mhm. Et c'est des grands amoureux d'animaux aussi. C'est D'accord. assez impressionnant. Puisque je crois que le CEO, il a été applaudi pour ça. Il a sauvé 7 chiens et 3 chats ou un truc comme ça. D'accord. Il les a recueillis, quoi. Voilà, donc ou l'inverse, peut-être 7 chats et 3 chiens. Mais en tout cas, voilà. Et puis ils œuvrent beaucoup visiblement pour la charité autour de la cause des animaux. D'ailleurs, ça se ressent beaucoup puisqu'il y a un long métrage autour des ours polaires qui vont faire. Et après, Ok. ils sont passés, ils ont fait beaucoup de. Franchement, allez voir ce qu'ils font. Ils ont annoncé des très beaux projets, Digic Pictures là. Et puis du coup, ils ont grossi. Ils grossissent et tout ça. Ouais. Oui, J'ai du mal à trouver mes mots. Ouais. c'est un petit peu le unit image hongrois ou à la base en fait, c'est ça, non? Ou... Alors, du coup, je crois Parce que qu'ils ont Unity, annoncé un partenariat avec Axis Studio, si je me trompe pas, Ouais. pour développer les productions, Les longs donc, métrages. les longs métrages. Mais oui, il y a de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et en fait, du coup, voilà, ils ont bien structuré les choses. On sent qu'ils sont assez gros, ils sont assez à l'aise, et ils ont toujours voulu faire du cinéma d'animation. Donc voilà, ils se lancent vraiment dans le truc. Donc si j'ai bien compris, il y en a 2 sous Arnold et 1 sous Unreal Engine qui va être fait. Ok. Donc voilà, et en fait, ils ont l'expertise sur les deux. Donc ils sont ok, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Je vois de passer sur leur stand au MIFA, donc le marché international du film d'animation, qui donc regroupe plein de stands avec des producteurs, des marchands d'ordinateurs, des Unreal et compagnie. Et donc il y avait le stand Digic qui montrait un petit peu ce qu'il faisait, et là il faisait une petite démo d'une caméra donc sous Unreal, d'une caméra virtuelle grâce à un iPad. C'est-à-dire qu'on utilise un iPad et la caméra de l'iPad et surtout le lidar, donc une espèce de
radar à laser, à lumière, qui permet de faire par exemple le Face ID là, la reconnaissance faciale des Apple là, enfin des iPhones pour déverrouiller. C'est la même techno. Et ils l'utilisent pour en fait, on utilise l'iPad comme si c'était la caméra dans le moteur du jeu et donc dans l'environnement dans lequel on se trouve. Ils l'ont beaucoup présenté et c'est vrai que c'est fascinant comme technique. Et c'est complètement dingue. Moi, j'ai pu le tester et en fait, on peut changer le zoom, le machin, tout ça depuis le la pouce. focale et tout ça avec les 2 pouces et on se balade dans le truc et comme si on avait juste un écran et l'iPad est relativement léger et c'est super bien. Et je pense qu'il y a encore des améliorations à faire, mais c'était déjà dingue, quoi. Ouais. Bah, ça fait partie vraiment, je pense, de leur ADN de aussi développer autour de ce genre de choses, puisque bah ils ont les studios virtuels, ils ont tout, quoi. Donc c'est assez impressionnant et puis ils essayent de pousser, on le sent. Ils ont une très bonne relation avec Epic aussi vis-à-vis d'Unreal. Et puis bah ils sont là. Donc et puis on sent qu'ils sont là aussi même presque en avance vis-à-vis d'Unreal. Alors ils ont pas des versions d'avance, vous inquiétez pas, mais ils sont vraiment sur de l'aide côté Epic de pousser les choses puisque bah on sent que leur pipeline, il évolue pratiquement en même temps qu'Unreal. Ce qui n'est pas évident. Aujourd'hui, si on fait un pipeline Unreal ou quelque chose comme ça, on va essayer de peut-être figer une version. Se dire, non, peut-être que machin, je suis pas... Eux, ils ont on reste sur la 5.1 et on fait toute la prod sur la 5.1. Et c'est ça. Bah, eux, ils ont pas l'air d'avoir tant ce souci. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a donné. Ok. C'est vraiment le truc de se dire, non, bah, on évoluera, quoi. Voilà. On s'adaptera. Ils ont l'air d'avoir cette sorte de force de frappe pour faire ça, quoi. D'accord. Donc à voir. Donc je crois que le long métrage autour de ça c'est Home Alone, quelque chose comme ça, où c'est l'histoire d'un chien d'animaux qui se retrouve en fait abandonné par leur comment ça s'appelle, par leur propriétaire, leur maître. Et puis en fait il y a alors je crois si je me trompe pas, l'histoire c'est qu'il y a Monsieur Asimov qui est un créateur de folie, qui a créé des robots à intelligence artificielle poussée qui sont là pour s'occuper des animaux. Ah, génial. Et il va y avoir un plot. Bah oui. Il y a un plot twist, voilà. Donc les animaux sont dans un paradis pendant un instant et puis après, bah, on verra ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va merder, ça va partir dans les graviers. Voilà. Donc on va voir, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir cette tendresse envers les animaux pour vraiment raconter tout ça. Et puis le troisième long métrage qu'ils ont montré, franchement, je m'y attendais pas et je me suis bien hypé pour le truc. C'est quoi? Alors ça a l'air d'être un truc de magicien. Alors j'ai pas tout saisi, hein. Et puis c'est pareil, c'est la barrière de la langue, il y avait un petit accent, donc du coup j'ai eu du mal à tout comprendre aussi. Donc là j'ai pas tant l'histoire, mais au niveau du visuel, on est sur un mélange des animaux fantastiques, Sherlock Holmes, magicien. Magicien genre magie. Magie, oui, pas Gandalf. Voilà. Alors plus que Sherlock, je dirais Lupin. D'accord. Voilà. Donc on est sur du Lupin avec une ambiance londonienne. Ouais. De la magie un peu à animaux fantastiques, notamment la valise où le mec il se retrouve enfermé dedans là. Voilà, il y a un super visuel. J'ai eu une super accroche. Donc je sais plus ce que j'ai dit déjà. J'ai dit Lupin, animaux fantastiques. Animaux fantastiques et magicien. Et magicien, ouais. Donc il y a vraiment ce côté. Alors c'est pas animaux fantastiques. Il y a pas de bêtes, il y a pas de truc. Donc on retire l'aspect des animaux. Donc on est dans le fantastique. Mais côté Angleterre victorienne. Côté voilà, c'est ça. Et puis il y a vraiment le personnage. Il a l'air assez charmant autour de ça. Alors victorienne, ça sent aussi les relations allemandes, Seconde Guerre mondiale ou un truc comme ça. J'ai eu un peu cette vibe-là, mais il y a un truc qui se passe là-dessus, quoi. Donc, d'accord. Alors là, j'ai pas de titre, malheureusement. Mais à surveiller, franchement, si à l'occasion vous tombez sur la bande-annonce ou autre, ça vaut le détour. Moi, ça m'a bien hypé, en tout cas, sur le visuel. Juste sur le visuel et le charme qui s'en dégageait de ce personnage. Ah bah super. Ouais. On mettra le lien vers en tout cas le site de Digic. Ouais. Je pense qu'il devrait y avoir tout ce qu'il y a moyen. faut. Oui, parce que alors là du coup c'est les 3 qui sont en prod.
Ils en ont 3 autres dans les... Oh putain. Voilà. Ils en ont 3 autres derrière. Dont ils nous ont rien parlé, mais voilà, ils en ont 6 qui sont... voilà. Il y a une des questions qui était notamment... c'est quoi? C'est vous cherchez des financements, vous en êtes où, machin, tout ça. Non, c'est en prod. C'est parti. Donc c'est parti. Donc on sait que ça se fera. Ok. Voilà. Donc ils sont contents. Et ton expérience XR, du coup, est-ce que alors, tu as mon retrouvé... expérience XR, oui, pardon, excuse-moi. Non, je vous en prie. On y va, choup. Alors, je vais vous lire la description. Donc, Empereur, une expérience interactive et narrative en réalité virtuelle nous invitant à voyager au cœur d'un cerveau. Oula. Celui d'un père devenu aphasique. Dans un rendu monochrome et inspiré par l'animation traditionnelle, cette histoire intime est envisagée sous l'angle d'un périple aux accents surréalistes, qui propose d'explorer l'aphasie comme un pays lointain. Donc l'aphasie, c'est j'ai envie de rien foutre, quoi. Non, pas du tout. Ah, alors l'aphasie, c'est... alors, du coup, je vais parler un peu de l'histoire du truc, de la genèse. En fait, la réalisatrice a son papa qui a fait un grave AVC. Ouais. En fait, le cerveau, du coup, tout a été fait. Voilà, il y a eu les secours, tout ça, et en fait, ça a quand même été un très grave AVC puisque du coup, il est devenu aphasique. Et l'aphasie, c'est le fait de mélanger les mots. Donc en fait, d'accord. Voilà, donc elle a perdu le contact. Donc en fait, par exemple, elle raconte une histoire où il a eu des cours d'orthophoniste, si je me trompe pas, orthophoniste, oui, pour pouvoir l'addiction, tout ça. Ouais, c'est de l'ortho. Parce que du coup, il a complètement perdu l'addiction, l'association des mots, etc. Mais il y a une super poésie qui a l'air de se dégager de tout ça autour, où en fait, il va y avoir la... Alors il y a eu aussi une autre partie, hein, je crois qu'il est paralysé, etc. Donc il y a des choses comme ça. Ça a l'air super sympa, en tout cas dans ce qu'ils ont l'air de proposer. Donc l'histoire qu'a racontée, c'était par exemple, elle a assisté à une séance d'orthophoniste avec son père et tout ça. Donc l'orthophoniste lui tendait une carte. Sauf que en fait, l'idée c'était de faire connaître la carte. Là, je crois, si je me trompe pas, bon, je mélange peut-être les choses, mais la carte qui était tendue était un canard, et l'idée c'était de faire comprendre le mot canard. Ok. Mais canard, le coin. Oui. Et en fait, canard, du coup, le père a dit 3 mots, je crois, si je me trompe pas. Il a dit plage, café, et il a montré sa fille, qui était dans la salle. Et en fait, elle a pas compris, elle comprenait pas au début. Et puis, en fait, d'un coup, elle a saisi le truc. Elle a dit non, il est pas si perdu que ça dans son truc, puisqu'en fait, c'est un souvenir. C'est un souvenir qu'il avait d'elle qui lui faisait un canard dans son café. En lui trempant le sucre dans le café au bord de la plage. Incroyable. Donc du coup, elle s'est retrouvée projetée dans le souvenir avec son père. Sachant qu'elle explique que son père, une des visions qu'il y a autour de ce truc-là, c'est la vision de l'empereur. Donc un homme fier, un homme qui est, etc. Et qui ne va jamais montrer ses peurs ou etc. Donc toujours un peu distant, qui communique pas. Et puis il y a une autre histoire aussi qui est assez. Alors ça vient avec, hein, je trouve ça waouh, assez fou. C'était très émouvant, hein, vraiment, comme présentation. J'ai été très, très ému. Où, en fait, elle dit, mais mon père, il avait tendance à enregistrer toute la famille. Il avait un dictaphone et il enregistrait les gens. Voilà, c'était son truc. D'accord. Il disait, voilà, il aimait juste enregistrer les voix. Sauf qu'il a jamais enregistré la sienne. Sa voix, sa propre voix. Sa propre voix. Ouais. Donc du coup, elle se retrouve là avec presque des années derrière de choses où elle se dit mais je me souviens plus de la voix de mon père en fait, d'avant l'accident. Et elle a eu un déclic. Elle s'est dit en fait il y a une chose, c'est le répondeur familial. Et elle se dit c'est le seul souvenir de la voix que j'ai de mon père avant l'accident au final. D'accord. Et toute l'expérience interactive va tourner autour de ça. Donc, de qu'est-ce que c'est d'être à la place de son père. Donc, du coup, ils vont vous filer, par exemple... alors, je vais pas vous spoiler cet aspect-là, parce que je pense que ça fait vraiment partie des mécaniques qui vont être intéressantes. Mais, par exemple, un des moyens de se déplacer... Donc, vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé. C'est bon, c'est passé derrière moi. Un des moyens de se déplacer, ça va être d'utiliser sa main.
et de montrer là où on veut aller. Ok. Et ils ont fait un travail, par exemple, sur le son, où en fait, selon là où tu vas pointer, tu vas avoir le son qui va être plus ou moins clair. Ouais. Puis, du coup, si tu pointes, il va arrêter d'être clair, parce que voilà. Et puis, au moment où tu vas te déplacer, tu vas avoir le son qui va venir et qui va être vraiment clair, voilà. Et puis derrière toi, pouf, quand tu es dans la pièce, bah là, du coup, tu repères les sonalités. Donc en fait, ils essayent de jouer comme ça sur le fait de gagner, perdre, comprendre, clair. Voilà, donc ils jouent beaucoup sur le son aussi, visiblement. Donc je pense que ça va être une sacrée expérience. Et le style graphique est magnifique. Vraiment, donc c'est noir et blanc, c'est quoi? C'est du noir et blanc, donc on est sur du lavis, du watercolor, de l'aquarelle, du dessin, tout ça, avec une touche, une patte graphique que je vous conseille d'aller voir. Je pense qu'on va mettre les notes là. Ah bah oui. Et du coup, ouais, ça a quand même été pas évident parce que je crois que c'est un budget de 750 000, c'est rien, c'est que dalle. C'est pas grand chose, et ça va être, du coup, si je me trompe pas, release en fin d'année. Ok. Gratuitement. Gratos? Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, parce que ça faisait partie, je crois, si je me trompe pas, c'est Arte ou France 5? Je crois que vu que c'était public, c'était une des raisons pour lesquelles, en plus, ils étaient contents d'avoir un partenaire public. C'est que du coup, ils pouvaient le release gratuit. Parce que ça part d'un sujet quand même assez difficile. Donc, voilà. Ouais, okay. Je sais pas. Et puis, c'est pareil. Là, du coup, ils ont dû jouer le jeu des partenaires. Mmh. Et je crois qu'ils en ont presque une vingtaine ou un truc comme ça pour pouvoir financer le projet. Oui, bah j'imagine tout ce qui est paramédical, etc. Enfin voilà, enfin dans le ou médical même. Enfin. Bah là, ça annonce d'être se une mettre à la place, intense, mais à voir, à vivre, je pense. Ok. C'est ouais. Et puis ça a l'air d'être très bien écrit. Franchement, beau boulot quoi. D'accord. Ouais, maintenant pour les expériences XR, on peut pas dire à voir, c'est vraiment à vivre quoi. Ouais, c'est ça. À voir, à entendre, à comprendre. Ça va être une expérience qui moi m'a donné envie. Et voilà, je pense que ça va être très émouvant évidemment. Cool. Va falloir être accroché. Ouais. Parce que bah voilà, beaucoup d'empathie quand même pour cette histoire et tout, mais vraiment waouh. Franchement, beau boulot quoi. Félicitations. Ouais. Bon. J'ai hâte. Voilà. Eh ben oui, c'est ça aussi Annecy. Ouais, bah bien sûr. Ouais. C'est a fucking roller coaster. donc voilà. Et puis sinon après j'ai vu deux petits trucs. Ouais. Assez plus anecdotiques on va dire. Vraiment que moi ce que je retiens d'Annecy là pour l'instant c'est Anzu. Ouais. Et Empereur. D'accord. Voilà, donc c'était pas les mêmes dimensions, etc. Voilà. Pas les mêmes médiums non plus. Mais bizarrement, c'était les deux whips. D'accord. Et Work in progress, donc qui ne sont pas terminés. Qui ne sont pas terminés, qui sont des présentations où on peut voir des images ou pas, ou voilà. En tout cas, on sent la réflexion, etc. Et au final, c'est là où j'ai vraiment le plus accroché. Ok. Et puis sinon, bah voilà, cet après-midi, j'ai vu deux petits trucs. Creating Animated Stories with Nuke. Donc Nuke qui est un logiciel de compositing, le logiciel de compositing pour les films, etc. Ouais, voilà. Donc compositing, écoutez l'émission avec Arnaud Boudon pour expliquer le compositing, mais c'est en gros les dernières retouches d'images, les petits effets, les petites, enfin les petits ou grosses d'ailleurs, parce que voilà, là, on peut faire des grosses choses. Globalement là, pour la faire courte sur cette présentation, c'était les leçons tirées d'une publicité faite pour l'agence du tourisme de l'Australie. Donc le contexte c'était post-Covid, on a besoin de relancer le tourisme, venez nous aider. Donc c'est un court-métrage, je crois, de 2 minutes ou quelque chose comme ça, un spot publicitaire un peu long, mais voilà. Très beau, très CG, mélangé à de la prise de vue réelle. En fait, globalement, tout le matchmaking, tout ce qui est intégration des images de synthèse dans les plates, dans le fond, les prises de vue réelles, dans les prises de fond réelles, a été fait dans Nuke. Donc en gros, 50% du boulot, une bonne grosse partie dans Nuke. Voilà. Et puis du coup, ils nous présentaient un peu les dernières features de Nuke 14, les idées de rotoscopie avec IA, voilà. Donc ça faisait à la fois très c'était très intéressant, et puis ça nous présentait les nouvelles versions de Nuke avec ce qui arrivait quoi. Donc voilà.
Ok. Et deuxième chose, après, c'était Amy. Alors, je sais pas si je dis bien ou pas, mais une plateforme qui devrait ouvrir dans les prochains mois pour tout créateur qui voudrait être accompagné pour amener des projets et évoluer de phase en phase. C'est comme ça qu'ils nous ont présenté la chose. Basé sur les technologies de crypto-monnaie et blockchain. Ok. Donc voilà. Oula, ah oui. Oui, c'est assez particulier. J'étais curieux de voir ce qu'ils proposaient. Donc ça, c'est pour financer des projets, en fait. Alors, c'est pour financer des projets, commencer à créer sa base de communauté, en fait. Donc, il y a le côté hotspot pour artistes, pour qu'ils puissent venir se faire voir, Ouais. proposer des projets, se faire financer des projets, créer sa fanbase, et puis, du coup, peut-être avoir des gens de l'industrie ou des services de production qui peuvent être là aussi pour aider à propulser le projet et créer une sorte d'effervescence comme ça entre les différents acteurs qui pourraient venir avec des producteurs ou des collectionneurs ou des choses comme ça. Donc il y a un peu de tout, il y a du NFT, il y a de la blockchain, je pense qu'il va y avoir de la crypto. L'idée c'est que qui que ce soit en fait simplifier l'accessibilité pour tout créateur à venir propulser son projet. Et le faire financer, du coup, parce que il y a un côté crowdfunding, c'est ça, financement participatif. C'est revoir ce système-là, basé sur tout ce qui est, sur toutes ces technos-là. D'accord. Donc c'était assez intéressant. Très technique, je pense. Enfin, technique. Alors pas tant technique, tant que ça. non. C'était vraiment essayer de présenter ça le plus simplement possible. Okay. Ça reste quand même pas évident. Hein, c'était pas évident. La discussion était intéressante. Je suis curieux de voir, à suivre. Franchement, ça peut être pas mal, ouais. Ah ben, on mettra tout ça. Ça a l'air d'être un beau projet. Ils ont l'air d'avoir des intentions très très louables. Franchement, ça a l'air intéressant. Maintenant, voilà. Ça vaut le coup de se renseigner, voir tout ça. On mettra ça. En espérant que ce soit pas une énième arnaque à la blockchain et compagnie. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de réticence autour de ça. J'ai l'impression, moi, d'avoir vu des gens honnêtes, puisque du coup, c'était, si je me trompe pas, une personne qui est écrivain, créateur, mais qui est aussi très acteur dans les NFT, etc., qui connaît le milieu. Okay. Un artiste. Qui était là et qui était inclus dans le projet, qui était, on va dire, qui faisait partie des premiers à faire partie de la chose, qui voulait propulser. Ouais. Et puis un autre créateur, donc là on va dire businessman. J'ai un peu de mal à resituer son rôle. Mais voilà, qui a beaucoup parlé aussi sur quelle était l'idée, la genèse, financier, etc. En fait. Ouais. Voilà, puisque du coup, en fait, eux, la frustration qu'ils ont, notamment celle de l'artiste qu'ils essayent de propulser, est que t'es un artiste, t'as des idées, mais tu trouves pas forcément matière ou t'arrives pas, c'est pas simple, c'est très dur, c'est vraiment très dur. Donc là, l'idée, je pense que ça va être une notion de un peu social network. D'effervescence autour de l'artistique, de création, de storytelling et de cinéma d'animation. Donc à voir comment ça éclot. À suivre. Voilà, à suivre. Ouais, alors je suis pas dubitatif, je suis pas super confiant non plus, mais je trouve ça cool. Je trouve que c'est une belle initiative. Voilà. D'accord. Ouais, je suis curieux de voir. On verra ça, on suivra tout ça. Moi, les deux dernières choses, alors je vais les inverser dans l'ordre chronologique, mais vous vous en foutez puisque vous ne savez pas ce que j'ai regardé et quand. Mais moi, j'ai vu une conférence sur l'éco-production. Cool, super. Et c'était effectivement intéressant de voir en fait des exemples de production alors de studios en général. Il y avait Miam Animation, il y avait Paper Hall Film, Cartoon Saloon et WJ Team qui sont basés en France, eux, et qui sont à Valence, et, entre autres, et qui expliquaient comment est-ce qu'ils ont transformer leur production. Alors, je parle pas de films, je parle pas de tout ça, mais vraiment leur studio et la politique, la philosophie du studio
fondamentalement pour être écologique. On sait qu'on est dans une industrie, enfin dans des industries, si on englobe le jeu vidéo avec, etc. On est dans des industries qui sont les plus productrices de CO2, pour être global, dans les plus productrices de CO2, et on n'est pas vraiment écolo, quoi. Oui. Hein, on est bien d'accord. Les data centers, les machins, les trucs, les machines qui tournent à fond, etc. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des solutions pour nous rendre beaucoup moins nuisibles pour la planète ? Et il y en a. De l'insecticide. Attends, ça c'est uniquement Camargue contre les moustiques. Non, Quel je dommage. plaisante, mais pas tout à fait en même temps. Mais bon, bref. Non, mais là c'était. Alors il y avait un exemple d'un studio qui fait de la stop motion. Donc ça c'était WJ Team, qui est à Valence. Il y avait 2 studios. Les 3 autres studios faisaient du 2D, 3D. Donc il y en avait 2 en Irlande et un en France, Miam. Et ils expliquaient effectivement comment faire on évite les maximum les gobelets en plastique pour la machine, les gobelets en carton ou en plastique pour la machine à café, comment faire pour rendre notre ferme de rendu beaucoup plus éco-friendly. Ouais. Pour la stop motion, par exemple, ils expliquaient qu'ils utilisent énormément de colle et ils voulaient avoir une colle bio, enfin éco-friendly, machin et tout ça. Sauf que, et ils essayaient de faire dans le local, localement. Ils en ont pas trouvé. Non. Ils ont étendu à la France. Ils en ont pas trouvé non plus. Mais donc ils avaient une colle qui était pas éco-friendly, mais qui était faite en France ou en Europe plutôt, enfin Europe de l'Est, je crois. Mais ils ont trouvé une colle qui était effectivement éco-friendly, machin bidule, mais elle était aux États-Unis. Donc, est-ce que c'était écologiquement viable de la faire venir des États-Unis, de créer du CO2, blablabla, blablabla, et en fait, ils ont dit, bah non, on va garder la colle qui est en Hongrie. C'est ça, enfin, la colle qui est je dis en Hongrie, je dis n'importe quoi, mais enfin, en tout cas, voilà, qu'ils utilisaient avant, parce que, voilà, l'empreinte carbone et tout le tintouin. Donc, c'était vachement intéressant. Alors, je vais pas tout vous détailler, vraiment, parce que, voilà, il n'y a pas forcément de besoin de ça prendrait beaucoup de temps, mais il y avait alors ils ont en tout cas en Angleterre un truc qui s'appelle Albert Fondation, que je dise pas de bêtises, je vais dire une bêtise, mais Albert quelque chose qui en fait est tout un protocole pour calculer son émission de CO2 et mettre en place des choses pour avoir quasiment un zéro carbone, un bilan carbone neutre. Donc il y avait un studio irlandais, donc c'était que je ne dise pas de bêtises, c'était Cartoon Saloon, qui sont en train de réussir à avoir un bilan de carbone totalement neutre par rapport à leur studio. Wow. Mais ils disent c'est un putain de parcours du combattant. Alors, aussi bien dans l'infrastructure, dans la production, dans le management, etc., au sein du studio, mais aussi pour décrocher les galons en termes d'associations écologiques, etc., enfin de fondations écologiques, pour avoir l'agrément, enfin le tampon, le label, nous sommes neutres en carbone. Et il y avait aussi une intervenante française qui était déjà intervenue l'année dernière, je vous en avais déjà parlé dans l'émission d'Annecy par rapport à Anime France, qui était intervenue justement là-dessus et qui parlait d'un outil qui s'appelle un calculateur de carbone. Un calculateur carbone, je crois qu'ils l'ont appelé je vais dire une connerie. Je vais pas le dire, mais voilà. Enfin, ils ont un nom particulier pour cet outil qui permet de calculer son empreinte carbone au sein des studios d'animation, des live action, etc. Et ils ont édité il y a quelques jours, mais c'est vraiment ultra frais à l'heure où on enregistre, c'est genre il y a 2 jours, ils ont sorti une grosse documentation sur comment est-ce qu'on peut réduire, quels sont les endroits qui sont générateurs d'empreintes carbone et comment faire pour les réduire, voire les annuler.
Enfin, en tout cas, les réduire à zéro en changeant la manière de faire, etc. Donc, ils ont essayé de faire vraiment une espèce de livre blanc pour ça. Donc, c'est chouette de donner des solutions aux studios d'animation, de stop motion, de machin, pour vraiment faire un pas énorme dans l'écologie. Et d'avoir des labels, etc. Donc, et ils travaillent visiblement assez dur. Et fort pour ça. Donc c'est cool, je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission pour aller trouver ça, pour aller lire tout ça, parce que je pense qu'il y a effectivement des choses à faire, et visiblement il y a des choses qui sont pas si compliquées à mettre en place. Il y a des choses qui sont complexes à mettre en place, qu'on soit bien d'accord. Le déplacement et la bouffe, par exemple, ce sont les pôles les plus importants dans l'empreinte carbone, mais il disait pourquoi ne pas faire intervenir soit des locations, des prêts de voitures électriques pour ceux qui habitent très loin, ou en tout cas relativement loin, de faire intervenir des systèmes de taxis avec des voitures électriques, ce genre de choses. Pour la bouffe, il y a des choses à faire. Manger local, faire un partenariat avec un resto local plutôt que de faire une cafétéria au sein du studio qui n'est pas forcément éco-friendly. Mais faire marcher le commerce local, les restos locaux, c'est peut-être pas mal aussi. Qui sont à 5 minutes à pied, par exemple. Donc voilà, ou quand on va construire son studio, penser à plein de petites choses ou de grosses choses pour que son studio soit éco-friendly au niveau de plein de choses, de la clim, de l'emplacement, de comment est-ce qu'on construit les murs, est-ce qu'on va utiliser des matériaux recyclés, pourquoi pas faire un truc où on va réparer les choses plutôt que de virer et de remplacer, de racheter. Voilà, enfin, il y avait vraiment énormément de choses, énormément d'idées qui ont été utilisées et en production. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, messieurs les producteurs, managers de studio, etc., messieurs, dames, allez voir ces trucs-là et agissez. Prenez plusieurs personnes dans votre studio, plusieurs permanents, et allez-y, quoi. Lancez la machine parce que il y a quand même des choses à faire, et la planète, histoire de ne pas être responsable de la mort de la planète, quoi. Enfin, c'est quand même mieux, non? Oui. On est d'accord. Pareil. Voilà. Et puis la deuxième chose et dernière chose, parce qu'il ça fait déjà 1h30 d'émission. Oh mon Dieu. J'ai vu plein de courts-métrages faits justement en temps réel avec Unreal. On a parlé d'Unity tout à l'heure, mais là c'était sur Unreal de Epic Games. Il y avait, on a vu 5 courts-métrages ou 5 teasers de courts-métrages. Absolument dingue, très très beau graphiquement, artistiquement, des choses vraiment incroyables. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait sous Unreal, etc. Bon, ça c'est toujours les mêmes choses, les temps de rendu, les machins, ça, les possibilités de retouches au dernier moment, etc. Enfin bref, je vais pas m'étendre sur cette partie-là parce qu'on en reparlera dans d'autres émissions. Mais il y avait vraiment des très très belles choses. On a vu, notamment, il y avait un teaser de court-métrage de Alan Barriaro. Alors, comment ça vous dit rien? Si, c'est le directeur, enfin, il a travaillé chez Pixar, c'est notamment le réalisateur de Piper. Génial. Voilà, le court-métrage de Pixar avec le petit oiseau, là. Et il y avait vraiment des choses très 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 jolies pareil, avec un petit peu des mélanges de 2D, 3D, côté aquarelle, enfin plein de choses, dont un qui, et je terminerai là-dessus, qui était coproduit par Weta. Donc, Nouvelle-Zélande, la boîte de Peter Jackson, donc le papa des Seigneurs des Anneaux, entre autres de King Kong, etc. Enfin, après, c'est quand même un grand monsieur qui a lu l'histoire du court-métrage et qui a dit, banco, on le fait.
Et donc ça a été fait avec le budget de chez Weta et les besoins, enfin pas les besoins, mais les installations Weta et etc., Weta. les équipes, etc., qui étaient absolument incroyables, qui s'appelait The War is Over, donc la guerre est terminée, par rapport à une chanson, la chanson de John Lennon et Yoko Ono, la guerre est terminée, enfin The War is Over if you want it. Je crois que c'est ça, donc si vous faites, si vous le voulez. Et c'est très très beau. Je vais essayer de vous mettre le maximum de liens vers ces courts-métrages parce que vraiment c'était très créatif. Très très créatif, très joli, très voilà. Et donc c'est le futur de l'animation, donc allons-y, regardez-moi tout ça, quoi. Faites-vous plaisir et regardez ça parce que c'était vraiment vraiment très très chouette. Il y avait vraiment des très très beaux univers en plus, des très très belles pattes graphiques et tout ça. Donc voilà, ces petits courts-métrages faits avec Unreal. Incroyable. Avec des sous, hein, mais avec Unreal quand même. Oui, mais bon, avec des sous. Voilà, avec des sous. Mais avec Unreal. Mais avec Unreal. Avec des sous. Bon, on terminera là-dessus. D'autres choses à rajouter, mon petit Bibi? Eh ben non, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal dense, hein. Ouais, puis, c'est très dense. Ouais, hein. Je vous avoue que voilà, la petite anecdote, hein, ma montre qui me dit quand j'ai atteint les 8000 pas de bonne santé, s'active régulièrement vers 14h, 14h30 et me dit bravo, vous avez atteint votre objectif. Et là je fais OK, la journée n'est qu'à peine la moitié, donc ça va être très long. Oui. Mais voilà, ça continue, mais en tout cas on a la patate quand même. Oui. On continue, on voit des gens qu'on aime beaucoup. Tout à l'heure, on a vu Roxane Fechner, avec qui on avait fait l'émission de la VES Roxane. Et des Césars. Donc on lui fait des gros bisous si elle nous écoute. Et c'était voilà, c'est cool de voir tous ces gens et de voir que ça s'active et qu'il y a une belle énergie. Hein. Il y a énormément d'énergie. On a un super temps aussi, ça on n'en a pas parlé, mais il fait beau. Et c'est vraiment très agréable. C'est très cool. Et puis, voilà quoi. On sent que les gens, ils sont là pour la passion. C'est beau à voir. Ouais, c'est très cool, même si le rythme ne l'est pas. Voilà. Mes petits bipèdes, on vous embrasse. Oui, beaucoup, beaucoup. Très, très fort. On va aller se coucher. Ouais. Non, la soirée continue. Oui. Mais en tout cas, voilà. Merci de nous écouter. Merci de nous être fidèles. Et merci de faire la pub autour de vous. On vous fait des gros bisous, à bientôt, ciao les bipèdes. Bisous bibi. Bye bye.